salut Céleste. Salut Alexis, bienvenue chez moi, bienvenue au bunker sauvage. Et salut la compagnie, je suis chez Céleste Grant dans son bunker sauvage. Salut. Je l'ai rejoint pour passer plusieurs jours. Si vous le connaissez pas, c'est un youtubeur qui parle de survivalisme et qui fait des treks. J'ai préparé un bon petit programme. Je pense que ça va être sympa. Et en tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Là, je te montre mon jardin. Et je te montre également les poules. Donc c'est un peu le réflexe tous les matins. Ce que je vais faire, c'est ouvrir aux poules, voir s'il y a des œufs et ramasser 2-3 légumes pour le manger. Et ben c'est le matin à m'attendre, tu vois, elles sont réveillées plus tôt que moi. Elles m'en veulent un peu d'arriver seulement maintenant. Après ça c'est juste un complément, je leur en mets là. Mais sinon toute la journée en fait elles picorent par terre des insectes, des petits vers. Quand j'ai des restes, par exemple ça c'est, il y a un boulanger à Ultreya, Ultreya c'est un bar du coup que j'ai monté dans le Lot, qui nous a filé des restes de pain, je viens leur filer. C'est-à-dire que d'abord je file ça aux pèlerins de Compostelle et après aux poules. En fait, un peu plus bas chez moi au bunker sauvage, je m'étais fabriqué un poulailler mais qu'avec ça, tu vois, qu'avec des grillages comme ça, c'est tout. Et en fait, un beau matin, plus de poules. Est-ce qu'on est venu me les voler? Est-ce que c'est un renard? Le problème du renard, c'est que j'ai pas trouvé de traces de plumes, de combat, j'ai pas trouvé du sang, donc peut-être qu'il y a eu du vol, je sais pas. Du coup, depuis, avec le voisin le plus proche, on a convenu de se partager des poules parce que lui, voilà, c'est du solide, c'est du dur. Donc le renard, déjà c'est sûr qu'il va pas pouvoir rentrer dans le poulailler. Dis bonjour à YouTube. Donc elle est géniale parce qu'en fait les poules se laissent attraper parce que là elle pense que c'est le coq qui est en train de les féconder. Et dès que je vais la lâcher, elle va s'ébouriffer comme si elle s'était pris un petit coup dans le bignou. Alors, petite visite rapide des fraisiers. Elles sont excellentes. Cadeau. Ouais, elles sont excellentes. Ouais. Hyper sucrées. Ouais, elles sont bonnes. Là, j'ai à foison des butternuts. Tu les vois? Ouais. Elles sont bien gros. Donc tout ce qui est courge. Il y en a plein, il y en a plein. Il y en a même que je découvre chaque jour. Celle-là, je l'avais pas vue par exemple. Les pâtissons sont pas mal impressionnants aussi. Regarde, là tu... Ah, en effet, ouais. Tu les vois là tous les... Donc pareil de la famille des courges. Ici on a quelques aromatiques. Sauge. On a un peu de menthe sauvage, du thym, du romarin. Petits poireaux, tu vois les salades sont là. Après, elles m'ont déjà pas mal donné printemps-été. Là c'est... ça tire jusqu'en septembre. Ce qui a donné le plus, c'est les patates. Le moins, c'est les tomates. Ah, c'est souvent compliqué les tomates. Ouais. Il suffit que ça prenne l'eau. Elles sont là. Ouais. C'est vrai qu'elles ont un peu... Elles ont un peu tiré la gueule et encore... Ça va. En fait, le truc, c'est que moi, mon rapport au jardin, c'est que j'ai toujours vu mes grands-parents faire et mes parents. Mais eux, c'est à la méthode plus conventionnelle. Tu retournes la terre, tu laboures, tu fais bien arranger. Ouais, comme... Classique, quoi. Et du coup, là, j'essaie de me mettre à la permaculture. Mais j'ai encore des réflexes de l'ancien. Donc, des fois, j'ai pas les réflexes de pailler. Ouais, mais on voit que tu laisses quand même des herbes. Enfin, Ouais. c'est pas de la terre à nu. Non. Et puis, si tu travaillais avec l'énergie, non? Je crois que tu avais lu des livres là-dessus. Ouais, sur la biodynamie, ouais. La biodynamie. C'est-à-dire, exactement. en fait, la biodynamie, c'est quand tu vas planter en respectant le cycle des lunes. Je fais grossièrement. Parce qu'en fait, par exemple, quand c'est en lune descendante, tu vas planter des légumes qui sont plutôt dans le sol. Et quand c'est en lune montante, des légumes qui vont plutôt sortir. Et en fait, vraiment, en fonction du jour précis, ou du moins de la période où tu vas planter, eh ben, tes fruits vont être plus ou moins résistants, mieux. Après, ça, c'est dans les bouquins, je ne l'ai pas inventé. Hein. C'est par rapport aux astres, aux lunes. Tu parlais de laisser, de pas spécialement mettre à nu le... Parce qu'en fait, pourquoi
Pourquoi quand on laboure ça abîme le sol? Simplement parce que le soleil en plein été vient déshydrater et du coup ça garde pas la chaleur le soir, ça s'évapore. Et pareil pour l'humidité, donc en fait ça assèche la terre. Alors que quand tu laisses un tapis de verdure ou que tu pailles, et bien en fait tes plantations vont toujours avoir une sorte de climat à ras le sol. Et l'avantage c'est ce qu'on appelle la mauvaise herbe. Ça, regarde tout ça là, c'est du pourpier tout ça. Donc en fait on croit que c'est la mauvaise herbe, on a envie de le virer alors que ça se bouffe quoi. C'est vraiment juste Et en fait je m'en rends même plus compte que je marche dessus quoi. Il y a vraiment un côté, je suis en train de marcher dans ma bouffe quoi. Là on a deux types d'haricots. On a l'haricot vert classique. Donc là j'ai déjà fait une première récolte donc c'est pour ça qu'ils sont pas full. Et là j'ai l'haricot comme ça. L'haricot badass. Ouais, l'haricot beurre. On en parlait encore avec Céleste, mais ce qui est super cool je trouve avec le potager, tout ça, tout ce qui est jardin, c'est qu'il y a encore ce concept du partage, de la transmission. Et en fait c'est toujours hyper intéressant de visiter les potagers de chacun. Parce que on a la base, c'est généralement la même, mais après on a chacun des petits tips pour faire pousser au mieux ses choux, ses machins, etc. Au niveau de l'écartement, d'orientation, tout ça. Donc c'est toujours intéressant de prendre note. Et toi, t'arrives à t'autosuffire ou genre Non, il me manque encore certaines matières premières. Tout ce qui est matière d'huile, l'huile, il faut que j'achète. Ouais. Tout ce qui est beurre, je fais pas. Le fromage non plus. C'est-à-dire, je sais faire du fromage, mais il faut que j'aille acheter ma matière première en magasin ou chez un artisan du coin. Mais toutes ces choses-là, le potager, les poules et tout, ça te permet de faire des économies. Oui, par contre c'est ça. Là je suis clairement autonome en légumes, en fruits pas mal aussi de plus en plus. Chez moi c'est principalement par exemple une châtaigneraie, donc là j'ai même pas besoin de m'en occuper, je ramasse, j'ai juste à me pencher. Et du coup les légumes, gros avantage, plus besoin d'en acheter, c'est un apport énergétique, ça a des bonnes vitamines, c'est sain, c'est bio, je sais d'où ça vient, c'est arrosé avec mon eau, je sais ce que je mets dessus, je sais ce que je mets pas, donc économie d'argent. De là à parler encore d'autonomie, non. Et comme je te disais hors caméra, il y a aussi une réalité, c'est que par exemple là les pâtissons j'en ai plein, après t'en as tellement que soit t'en donnes, tu fais des échanges toi, avec des voisins, d'autres. Le troc. Voilà c'est ça, le troc, le partage comme tu disais. Soit t'en bouffes pendant plusieurs, voilà, mais du coup ça pose la question de la conservation, comment les conserver. Si tu fais au congélo, c'est que tu es dépendant de l'électricité, donc trouver d'autres méthodes. Les bocaux, machin. Voilà, les bocaux, exactement, la stérilisation. Ou alors, comme tu dis, tu pars sur un cycle de renouvellement, c'est-à-dire tu le laisses, le fruit, tu le ramasses pas, le légume. Il monte en graines, pas, mais en fait pour l'année prochaine, tu peux récolter les graines et t'en resservir sur plusieurs générations. Par contre, ça demande du boulot, quoi. C'est vrai que le jardin, dans l'imaginaire des gens, c'est tu plantes une graine et puis tu arroses ça de temps en temps, mais non, il y a quand même un tas de trucs, il faut vérifier les parasites, les limaces, les escargots, les sangliers qui passent souvent. Moi, c'est principalement ici, ils détruisent les récoltes. Enfin, c'est tout ça à prendre en compte et qui est une réalité. Retour au bunker. Tous les trucs du jardin, là, j'en ai plein, mec. Aubergines. Toutes tes récoltes, hein. Toutes les récoltes, les patates. Bon, alors, est-ce que j'ai tout ici? On fait du feu avec des... Alors avec Céleste, on essaye de réunir tout le matos dont on va avoir besoin pour récolter le miel. J'avoue que ça va pas être évident parce qu'on n'a pas grand chose, mais on va essayer de faire quelque chose de plus ou moins bien. Alors, j'ai ce qu'ils appellent la vareuse, c'est l'habit, mais j'en ai qu'un. Et c'est que le haut, j'ai pas le bas. Par contre, je t'ai fabriqué. Quand je te disais que j'avais pas de... Abonnez-vous. Celui qui reste loin de la ruche, je lui propose... Ok, genre le scaphandre. Ouais, c'est ça, Minecraft. Donc là on est prêt, on s'est habillé, on a préparé l'enfumoir, on file à la ruche et on va récolter donc la hausse, là où elles ont stocké pendant tout l'été, printemps-été, le miel. C'est déjà une étape assez délicate. Et après on repose le toit et nous on s'en va pour extraire le miel. Allez go. Allez.
Malheureusement c'est un temps un petit peu orageux, donc on n'espère pas qu'elles vont être très vivaces, parce que souvent elles ont tendance à s'énerver. Céleste il va s'approcher, au début il va donner un petit coup d'enfumoir pour les prévenir qu'on est là au niveau de l'entrée de la piste de décollage. Donc là on voit la grille à renne. Donc la grille ça permet en fait que les ouvrières montent là-haut, fabriquer les alvéoles et mettre le miel, mais empêcher la reine d'y aller pondre. C'est ce qui fait qu'on récolte ça et qu'on est sûr que dedans il n'y aura pas de larves, d'abeilles quoi. Donc je soulève le toit. Alors déjà ça s'est collé par le propolis et le miel. Et voilà mon futur miel. Oh c'est super, les cadres ils sont... Ah non ils sont pas tous pleins. Je peux venir à son super calme. Putain mec c'est super lourd. Ah bah là t'as ouais, moins 10 kilos. Allez je crois que j'ai réussi au moins à décoller. Bon, j'ai une petite blessure de guerre là, il y a une abeille qui est venue droit m'attaquer là. On a réussi la mission, on a avec nous les cadres remplis de miel, enfin pour certains. Là maintenant l'objectif ça va être d'essayer de séparer le miel de la cire, etc. Et puis voilà. C'est bien passé pour toi Céleste? Nickel, moi ça a été surtout une aide psychologique parce que vu que j'ai pas l'habitude, c'est des manips que... Il y a un truc qui est impressionnant en fait, c'est que quand tu soulèves le toit, que tu envoies une, deux, ça va, mais quand d'un coup elles se mettent à voler en nuée... Et puis t'as vu comme ça bourdonne, tu ouais, ça bourdonne, et puis en fait, là-dessous, sous cette moustiquaire, en fait tu les vois arriver. Donc en fait tu dois faire abstraction de ça, elles sont là, elles sont là, elles sont là, et tu dois faire, oublier de rester sur tes gestes. Et moi c'est ça psychologiquement où tu dois vraiment pas paniquer, mais là qu'on soit deux, le fait que tu me donnais des conseils et tout. Juste un petit conseil si vous faites piquer comme moi, il y a des petits remèdes naturels qui peuvent bien marcher. Déjà le miel, je montre ça toujours durant mes stages, c'est une plante qui est assez répandue partout et ça c'est aussi bien efficace pour tout ce qui est piqûre d'insectes, mais aussi tout ce qui est piqûre d'orties. Donc du coup quand je ramasse des petits orties avec mes stagiaires et qui se font piquer, ils sont plutôt assez contents de trouver ça. Donc ça c'est du plantain. Une plante qui a le goût de champignon, donc qui est comestible, et lorsque l'on vient ici l'écraser et faire sortir la sève et qu'on frotte par exemple à l'endroit de la piqûre, eh bien ça va tout de suite apaiser, tout de suite faire dégonfler, etc. Et ça marche aussi en infusion, etc. pour tout ce qui est allergique, allergie au pollen, aux graminées. Donc c'est une plante qui est très sympathique, à la fois comestible et qui a des super propriétés médicinales. Donc là on est en train d'isoler les cadres qui n'ont pas été utilisés, c'est-à-dire sur lequel... Voilà, le cadre d'origine, c'est un rectangle en bois sur lequel moi j'ai mis une planche qui est déjà pré-alvéolée pour les aider un peu, pour leur pré-mâcher le travail. Alors, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et pour le miel. Alors là, pour vous résumer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a globalement découpé les cadres, mis toute la cire et le miel ici, et là il est en train de s'écouler et récupérer dans le seau en dessous. Moi je trouve que pour une première récolte de ma première ruche, je suis étonné déjà de la quantité. Je pensais aussi plus galérer au final, plus galérer là-bas à la ruche, à nous faire piquer ou qu'on galère. Là on a dû récolter, on n'a pas pesé, mais je pense qu'il y a entre 2 et 3 kilos. On verra, ouais. On fera la pesée, mais voilà, environ. Ce qui est pas mal pour une première récolte, sachant que encore une fois cette saison, il y a eu des difficultés sur les apiculteurs, notamment sur des personnes qui ont pourtant plusieurs centaines de ruches. Aussi, on voulait préciser que Alexis et moi, on n'est pas du tout professionnels de l'apiculture. On débute. Lui, il avait quelques notions à m'apporter, il m'a donné 2-3 conseils. Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos et lu des bouquins sur l'apiculture. Donc voilà. C'était vraiment sous le côté partage de 2-3 tips qu'on avait chacun. Un peu comme ils faisaient à l'époque, je pense, encore dans une optique d'autonomie, etc. et de retour aux sources. À l'époque, on n'avait pas internet, tous les tutos et tout, toutes les formations qui sont disponibles maintenant pour se former. Toujours à vouloir du matériel, à se dire ah il nous manque ci, il nous manque ça. En fait là c'est la preuve que bon, on a une ruche,
on veut récolter du miel, on doit faire avec les moyens du bord. Donc les trucs de cuisine, les couteaux. Globalement, ce que je suis en train de vous dire, c'est que ce qu'on vient de faire là, vous pouvez le faire chez vous à partir du moment où vous avez aussi des abeilles. Bon, eh bien les assiettes sont vides, on a bien mangé ce midi encore, un bel aligot avec des saucisses, très bon repas que tu nous as fait Céleste, merci. Moi je vais devoir malheureusement bien rentrer chez moi dans les Alpes. Belle rencontre, beaux échanges, moi aussi tu m'as beaucoup appris là en quelques jours, ça fait vraiment plaisir et tu es exactement aussi sympathique que tu as l'air en vidéo et je suis vraiment content de cette rencontre et j'espère qu'on se reverra. Mais carrément, on pense à 2-3 projets de randonnée, d'aventure et tout à vous partager dans les prochains mois et je pense que ça va se faire et ça va être cool. N'hésitez pas à aller checker son travail sur sa chaîne YouTube, Bunker Sauvage. Du coup, t'as Instagram aussi, non? Instagram, Céleste Grant, ouais. Ok, voilà, il fait du bon boulot. Moi j'aime bien sa conception un petit peu de partager un petit peu ton esprit philosophe, Ouais, tes pensées du moment, tes réflexions. C'est direct, ouais, ça, tu caches rien, c'est spontané et ça c'est cool et je pense que maintenant ça manque sur YouTube. Et puis quant à nous, eh bien, on se retrouve pour de prochaines aventures, pour de prochaines rencontres, pourquoi pas. Portez-vous bien et ciao.